qu'on est resté une toute petite équipe. Okay. On est resté entre 5 et 7 personnes et on a tiré le maximum des capacités de chacun pour aller chercher le plus de revenus possible. Ça fait longtemps maintenant qu'on travaille ensemble avec Sacha et on a bien compris que la clé d'une association réussie, c'est de communiquer. C'est-à-dire les seuls moments, et c'est rare, où on a moins communiqué, on a vu que c'était les moments où c'était moins sympa comme aventure. Moi, j'ai toujours un peu un countdown pour mes levées de fonds, parce que je suis enceinte généralement au moment où on décide de lever de fonds. Il n'y a pas de raison que ça m'arrête. Donc, je me suis retrouvée à la maternité à décrocher le téléphone. Ah ouais. Alors, c'est pas un excellent timing, là, mais je vous rappelle. Tu peux pas sprinter pendant 8 ans, 24/7. Ça n'existe pas. C'est impossible. Où tu n'as juste pas de vie. Sauf que tu dois quand même être prêt à sprinter au moment voulu. Garder en tête que quand même tout ça, ça reste un jeu. Il faut que ça soit sympa. Tu fais pas partie de ces entrepreneurs qui disent que ta boîte, c'est ton bébé. Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias. On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment ? L'objectif de ce podcast ? Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé ? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs ? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites ? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Laurence Benenran, CEO et cofondatrice de Pimpo. Pimpo est une solution d'intelligence conversationnelle qui permet aux entreprises de maximiser leurs revenus grâce à des assistants IA capables d'échanger par SMS et WhatsApp avec tous leurs prospects et clients. Pimpo est une start-up que tu as cofondée en 2019 après une première start-up dans le domaine de l'immobilier avec ton associé Sacha Mourin. Vous êtes aujourd'hui 12 collaborateurs au sein de l'entreprise. Parmi vos clients les plus emblématiques, on peut citer le groupe Bouygues, EDF, Vinci ou encore Itch. En 5 ans, vous avez fait 2 levées de fonds pour un montant total de 2 millions d'euros, dont on va parler tout au long de cet épisode. À titre personnel, tu es maman de 2 enfants, tu es diplômée d'un double diplôme d'ingénieur. Avant Pimpo, tu as travaillé en VC chez Xange et tu es membre de Sista. Chère Laurence, très heureux de t'accueillir sur le podcast. As-tu des éléments à ajouter à cette présentation ? Oui, effectivement, tu as déjà dit pas mal de choses, Jérémy. Ça fait 5 ans qu'avec Sacha, on monte ce projet. On a des clients, en effet, dans plein de secteurs variés que tu as un peu cités, l'automobile, l'assurance, l'énergie, l'immobilier, les services financiers et d'autres. Donc, ça fait un quotidien très varié et passionnant. Notre caractéristique, c'est qu'on a un fort impact sur les taux de conversion de lead à client dans les entreprises. Donc, c'est une solution très héroïste et on arrive à avoir cet impact parce qu'on échange par WhatsApp et SMS, comme tu l'as dit, à plein de moments stratégiques du tunnel de vente de nos clients, tout simplement. Alors, tout le monde parle d'IA en ce moment. En quoi Pimpo est une solution avec de l'intelligence artificielle ? Justement, les échanges qui se déroulent entre les prospects et nos assistants IA, qu'on appelle des AI Sales Specialists, sont complètement supportés par l'IA générative. Il y a de la supervision humaine derrière, mais c'est comme ça qu'on arrive à automatiser des échanges, à les rendre hyper réactifs, très agiles et très, très qualitatifs, forcément. Donc pour tes clients, c'est essentiellement pour gérer des relations avec leurs clients en B2C ? Oui, exactement. Ça peut être en B2C. On a quand même quelques clients qui sont en B2B. La
caractéristique de nos clients, globalement, c'est qu'ils dépensent quand même pas mal de budget en marketing pour faire de la lead gen, donc générer des leads en ligne, digitaux, exactement. Donc, ils ont un fort volume de leads à traiter qui entrent constamment et ils doivent s'assurer qu'ils ne perdent pas, comme c'était le cas avant, 70% des opportunités de vente parce qu'ils ne sont pas en mesure justement de les traiter. Sachant qu'un lead, il faut le traiter une première fois, donc quand il fait une première demande de contact, mais il ne faut pas lâcher l'affaire ensuite. Il faut le traiter plusieurs fois pour s'assurer de l'emmener jusqu'au bout de son parcours et de maximiser ce qu'il peut nous rapporter. Ok. Donc, de façon à développer cette solution, qui est vraiment dans l'air du temps, on imagine que le time to market là, est parfait pour vous. Exact. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez levé de l'argent. C'est quoi un peu la chronologie des différentes levées de fonds que vous avez faites jusqu'à maintenant? Alors, la première levée de fonds qu'on a faite sur ce projet, c'était en 2019 et c'était vraiment pour l'amorcer. Donc, on avait un petit MVP à l'époque qu'on avait testé dans des salons qu'on avait présenté pour voir si on arrivait à le vendre. On a vu qu'il y avait quelque chose. À cette époque, il n'y avait pas encore autant de sujets IA que ça. On a oublié, c'était avant la pandémie. Ah oui, c'était avant. Donc, il n'y avait pas encore de sujets IA comme on les a aujourd'hui. Et les conversations qu'on fait aujourd'hui de manière automatisée, on les faisait avec que de l'humain. Donc, nous, au départ, pour vérifier qu'il y avait vraiment un besoin et que ça apportait de la valeur d'échanger par message avec des leads qui font des demandes à plein de moments du tunnel de vente. Donc, c'était vraiment ça au début. Et cette première levée, qui était de 500-600 000 environ, nous a permis de tester plein de choses. Plusieurs modèles, plusieurs cibles de clients, pour vraiment se rapprocher le plus possible du product market fit et obtenir des premières métriques de traction sympas, qui nous prouvent qu'il y a un vrai truc à résoudre. Donc, vous avez réussi à vendre, pas à vendre, mais là, pour le coup, à lever avant la pandémie, c'est ça? Ouais. Et après, comment vous avez passé cette période un peu particulière que sont les années 2020 et potentiellement le début de l'année 2021 avant de relever de nouveau et puis surtout de développer l'entreprise? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté une toute petite équipe. On est resté entre 5 et 7 personnes et on a tiré le maximum des capacités de chacun pour aller chercher le plus de revenus possible. Donc, on a utilisé des technos qui nous ont permis de développer assez vite certaines features pour pouvoir les tester, etc., pour activer le plus de clients possible et pour pouvoir tester des choses. Donc, différentes tailles de clients, différents secteurs, etc. Et surtout, à l'époque, quand même, on s'est concentré plus sur le secteur immobilier, qui est un secteur qu'on connaissait bien de par notre première boîte. Et donc, c'était plus facile pour nous, justement, de faire des tests. Donc, on a fait ça jusqu'à arriver à un fameux plafond de verre. Ok. Et comment vous avez... C'est intéressant, ce sujet du product market fit et de la croissance. À quel moment vous avez vu qu'effectivement, là, c'était compliqué, quoi. Il fallait remettre de l'essence dans le moteur? Au moment où on a signé beaucoup de clients, on a voulu activer beaucoup de clients et on n'y est pas arrivé. En fait, on n'y est pas arrivé parce qu'on avait développé une plateforme qui fonctionnait, certes, mais on a quand même fait quelques quick wins à droite à gauche, pour être honnête. Et en réalité, quand on activait un nouveau client, ça cassait quelque chose à droite. Il y avait, en fait, il y avait des services un peu tierces qu'on utilisait, qui n'étaient pas forcément hyper solides et pas complètement embarqués dans notre produit, parce qu'on a testé plein de choses, qu'on a testé différents concepts au fur et à mesure de ces années-là. Et est arrivé un moment où, en fait, ça tenait pas forcément la route pour scaler et passer à la vitesse supérieure. Donc c'est vraiment au niveau de la tech, ça s'est joué pour vous? Ouais, c'est vraiment au niveau de la tech et c'est là où on s'est rendu compte que ça devenait bloquant et on s'est rendu compte qu'il fallait lever parce qu'on était 6-7 à l'époque et on passait beaucoup de notre temps à maintenir la base de clients existante et on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau pour aller chercher plus de clients et surtout développer le produit. On pouvait aller chercher plus de clients en réalité, mais ça ne servait à rien parce que ça n'aurait pas forcément fonctionné. Ouais, ça n'aurait pas tenu. C'est surtout développer vraiment un produit de zéro qui reprenne tous les concepts
qu'on a appris au fur et à mesure de ces années de tests et qui tiennent vraiment la route, qui soient capables de scaler, d'encaisser des millions de leads. Donc, vous avez tout reconstruit, vous avez tout cassé et reconstruit après la levée de fonds? On a fait les choses progressivement. Et ça, c'est ultra ingrat. Si tu parles à des équipes tech, c'est très compliqué de faire ça. Parce qu'il était hors de question d'arrêter le service, quoi. Et de supprimer la base de clients qu'on a. On était à quasi 1 million d'ARR. On n'allait pas s'amuser à dire bon, merci. On revient dans 9 mois. On revient dans quelques mois. C'était cool. À plus. Hors de question. Ça marchait très bien. La question, là, c'était comment maintenant on va vers les 10 millions d'ARR. C'est plus ça. Et en fait, là, pour le coup, comme on a appris beaucoup de choses aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire, quels produits on veut construire, quels sont les concepts dans notre produit, etc., qu'est-ce qu'on veut proposer de fort sur le marché, on a décidé de concevoir une nouvelle V2 qu'on est en train de basculer progressivement actuellement, c'est-à-dire encore en ce moment même. On y est. Et ça va durer encore cette année. Et c'est une bonne chose parce que ça va faire de la nouveauté pour nos clients. Et l'idée, c'est qu'ils ne le sentent pas, mais qu'ils puissent profiter de beaucoup plus de choses, beaucoup plus de features maintenant dans le produit. C'est-à-dire qu'ils ne le sentent pas au début, mais qu'après, ils puissent l'apprécier. Exactement. Qu'ils puissent déployer encore plus d'assistants conversationnels, qu'ils puissent faire plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire seuls encore aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'une question de conversation. Les sujets d'IA, c'est aussi une question de data. Quand on échange avec quelqu'un par message, il donne plein d'infos intéressantes. Ouais. Et c'est hyper intéressant pour des équipes marketing et commerciales d'avoir des insights sur qui sont les personnes, qui sont leurs consommateurs, qui sont leurs potentiels clients et leurs clients, pour pouvoir derrière prendre les meilleures décisions en termes de budget marketing, en termes de produits, en termes d'équipe commerciale, et pour qu'ils puissent maximiser leur ROI, tout simplement. Donc, la deuxième levée, vous l'avez fait à quel moment exactement ? Là, elle vient de s'achever. Elle vient de s'achever. Exactement. Okay. Donc, alors, c'est intéressant. Vous étiez dans quelle posture exactement quand vous êtes allé chercher la deuxième levée ? De ce que j'entends, vous aviez déjà un revenu qui était intéressant. Ouais. Vous étiez un peu sous-staffé, vous étiez un peu sous tension, vous aviez besoin d'une nouvelle tech. Ouais. Est-ce que vous étiez, d'une certaine façon, la plus belle mariée, c'est-à-dire vraiment dans la meilleure situation pour lever, ou ça a quand même été un peu compliqué ? Non, on était non, pas à ce stade. On n'était pas dans la meilleure situation du monde. D'ailleurs, c'est assez rare à ce stade de boîte d'être dans une situation idéale. Idéalement, tu es rentable, tu n'as pas un renoué fini ou tu as une croissance totalement explosive. Nous, ce n'était pas forcément le cas. Déjà, on n'était pas encore rentable. On était un peu bloqué avec cette histoire de plateformes qui nous empêchaient en fait d'activer beaucoup plus de clients. Un de nos challenges étant de se connecter de manière ultra smooth au CRM des entreprises et de pouvoir faire des actions assez précises, ce que proposent peu de plateformes. Donc c'est ça aussi qui nous bloquait pas mal à l'époque. Et non, donc du coup on n'était pas en une excellente position, on va dire. En revanche, on a assez vite senti les investisseurs qui croyaient en notre vision de ce qu'allait devenir l'IA dans ces domaines-là, dans les domaines du sales, etc. Et on a vu un intérêt là-dessus. En plus, c'était une période où on commençait à... Ça faisait longtemps qu'on testait des trucs d'IA générative, mais on commençait à transitionner vers ça. Donc, ce n'était pas encore complètement assis. Ouais. Et il y a forcément un peu d'incertitude quand ce n'est pas complètement assis. Donc, il fallait trouver des investisseurs prêts à parier sur l'équipe Pinpo et notre positionnement. OK. Alors, du coup, comment tu t'es organisé pour préparer en particulier ce dernier roadshow ? Quelles ont été les bonnes pratiques que tu as mis en place ? Ce n'était pas ta première levée de fonds et qui t'ont permis de faire cette levée telle que vous la souhaitez ? Alors, cette fois-ci, j'ai pris un lever. OK. Lever de fonds. Okay. C'est Razors, d'ailleurs, le lever qui nous a aidés. Et franchement, ça a été un gros soulagement. OK. Et je pense qu'il y en avait vraiment besoin parce que à un moment donné, il y a une charge mentale qui est importante et puis il y a la levée de fonds et il y a tout ce qu'il y a à faire à côté. Et on n'avait pas encore recruté et donc on était encore sous-staffé pour beaucoup de choses à faire. Donc les étapes sont assez classiques. Tu as une première phase où tu vas vraiment asseoir toute ta doc, ta vision, ton pitch, donc BP, deck, etc. Et la raison précise
pour laquelle tu lèves et pourquoi il faut parier sur l'équipe. Et ce travail-là, vous avez fait de main dans la main avec le leveur, vraiment comme un sparring partner, quoi. Exactement. Donc ça, c'est clé. C'est-à-dire, si tu vas lever et que tu ne sais pas exactement pourquoi et qui tu veux être dans la place, c'est très rare que ça fonctionne. Sur un malentendu peut-être, mais sinon, c'est très, très rare. C'était la première fois, hein, que en tout cas dans ta vie d'entrepreneur, que tu faisais appel à un leveur. Ouais. Ok. Ouais, c'était la première fois. Ouais. Mais c'était vraiment un bon move. Je recommande. Donc la charge mentale, le sparring partner, la préparation. Exactement. Ça prémâche aussi toute la partie du travail où tu vas récupérer toute la base d'investisseurs qui sont dans ta cible et qui peuvent être intéressants. En fait, c'est comme du sales. Il faut être hyper organisé. Limite, tu les mets dans un pipe et tu te comportes vraiment comme un commercial. Et après, derrière, c'est des meetings. Et là, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que généralement, tu te prends beaucoup plus de vent que de oui. Et donc, voilà comment on s'est organisé pour cette fois. Et une des particularités encore qui est un peu une de mes spécialités, visiblement, c'est que moi, j'ai toujours un peu un countdown pour mes levées de fonds. Parce que je suis enceinte généralement au moment où on décide de lever les fonds. Et donc, attends, ça c'est intéressant, on fait juste une pause. Au moment où tu décides d'y aller, tu es déjà enceinte. Oui, je me dis, allez, on lève des fonds, c'est le moment de... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est-à-dire, non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui découvrent qu'elles sont enceintes pendant la levée. Ouais. Mais toi, tu y vas alors que tu sais que tu es déjà enceinte, c'est ça qui est intéressant. Oui. Okay. Je le sais déjà. Okay. Mais il n'y a pas de raison que ça m'arrête. Je veux dire, non, mais c'est intéressant comme posture. Ouais, et c'est même très intéressant d'observer la posture des investisseurs dans ces moments-là. Ça peut être un ultra bon test aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils regardent en fait. Est-ce qu'il y a des billets? Est-ce qu'ils regardent vraiment ton business? Ce qui est souvent le cas. Hein. Faut être fair. Ils regardent vraiment ton business. Et non, c'est hyper intéressant. Donc moi, j'ai quand même ce countdown-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait en temps et en heure, cette levée de fonds. J'adore. Alors du coup, tu prends ça presque comme un atout, quoi. Donc si tu sais déjà que tu es enceinte, j'imagine que tu as quelque chose comme 6 mois to go. Ouais. Et tu sais qu'avant la fin des 6 mois, tu dois avoir clôturé ta levée de fonds. Exact, mais là, figure-toi que je n'avais pas vraiment fini au bout des 6 mois. Donc, je me suis retrouvée à la maternité à décrocher le téléphone. Ah ouais. Alors, ce n'est pas un excellent timing, là, mais je vous rappelle. Je vous rappelle dans 6 heures, si tout se passe bien. Exactement. Donc, non, mais oui, ça joue. Il faut que le gros soit fait, si possible, avant d'accoucher. Avant d'accoucher, parce que sinon, c'est un petit peu plus difficile après. Déjà, en fin de grossesse, en tout cas pour ma part, c'est très tendu. C'est très fatigant. C'est évident, c'est déjà un process qui est compliqué. Alors, enceinte, on imagine que c'est vraiment pas facile. Oui. Par contre, ce qui est plutôt bon signe, c'est que tu me dis que, d'une certaine façon, un certain nombre d'investisseurs ont changé et maintenant, c'est plus un no-go, quoi. Ou en tout cas, tu n'as pas eu beaucoup de remarques sexistes à ce moment-là qui disaient « Non, mais désolé, revenez nous voir après, quoi. » Non. Personne n'a jamais osé dire ça. Peut-être, sinon, peut-être ils me l'ont juste pas dit et ils m'ont donné une autre raison. Mais franchement, ça m'étonnerait. Non, personne n'a jamais dit un truc comme ça. Non, ça s'est vraiment bien passé. C'est pas un bloqueur du tout. T'en as quand même quelques-uns qui demandent comment est-ce qu'on s'organise, etc. Comment ça va se passer. Et ça, c'est une bonne question. Du coup, comment vous vous organisez? Alors, pas forcément uniquement vis-à-vis du fait que tu étais enceinte à ce moment-là, mais est-ce que vous avez une façon très particulière de mettre la boîte en marche à ces moments précis? Alors, avant cette levée, la particularité, c'est qu'on n'avait pas vraiment recruté. Donc, on était encore une petite équipe et la phase de recrutement allait vraiment se dérouler post-levée de fonds. Donc, oui, déjà à l'époque, on fonctionnait comme ça et même maintenant, ça continue. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est très impliquée dans les sujets business et de levée, même si c'est des techs ou autres. Okay. Donc, ils ont pleinement conscience de ce qu'est une levée de fonds, ce que ça signifie, du temps que ça prend, de l'énergie que ça prend, etc. Donc, c'est hyper cool parce que tu n'es pas isolé. D'ailleurs, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est de ne pas s'isoler en tant que cofondateur, que fondateur, tout simplement, quand on lève des fonds.
C'est-à-dire quoi qu'ils sont impliqués? C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on entend quand même des entrepreneurs qui s'isolent vachement à ce moment-là, qui se sentent vachement seuls. Ouais. Alors, il y en a qui arrivent quand même à faire ça à deux avec leur cofondateur, mais souvent, le CEO, il y va seul et même, il essaye de ne pas trop partager son stress et ses doutes à son cofondateur. Toi, a priori, ce que je comprends, c'est exactement l'inverse. Comment tu arrives à impliquer les équipes ou comment elles sont impliquées pour te porter et t'aider à ce moment-là? Alors déjà, mon cofondateur est pleinement impliqué dans les sujets de levée, même si c'est moi qui fais les meetings, etc. On partage absolument tout. Et c'est un truc qu'on a expérimenté au fur et à mesure du temps. Ça fait longtemps maintenant qu'on travaille ensemble avec Sacha et on a bien compris que la clé d'une association réussie, c'est de communiquer. C'est-à-dire les seuls moments, et c'est rare, où on a moins communiqué, on a vu que c'était les moments où c'était moins sympa comme aventure, où c'était plus difficile de comprendre ce qui se passait chez l'un, chez l'autre, etc. Donc on l'a très peu fait et on a toujours très vite rectifié le tir. Donc maintenant, c'est devenu vraiment une habitude de communiquer absolument sur tout et de se faire des feedbacks sur tout. Donc lui, il est très impliqué sur les sujets de levée, tout comme moi. Et en fait, l'idée, c'est qu'il soit lui aussi capable, si moi j'ai une indispo ou autre, de faire le meeting. Il n'y a aucune raison. Il est capable, au pied levé, de prendre le meeting. Évidemment. Et de se placer. Okay. Tout comme s'il a besoin de moi sur un de ses sujets de prédilection, à savoir un meeting sales, par exemple, je peux le faire. Je peux le remplacer. On a nos leaderships chacun, on a nos spécialités. Lui est côté business, c'est ça? Lui, il est plus côté sales, marketing. Moi, plus produit, levée de fonds, etc. Mais on est complètement capable de, si besoin, de jumper sur les sujets de l'un et l'autre, puisqu'on n'est pas des machines. Il y a des moments où on a besoin d'aide, tout simplement. Et sinon, l'habitude qu'on a avec notre équipe, c'est de communiquer beaucoup avec eux chaque semaine et de leur donner une vision, au moins chaque quarter, de tout ce qui se passe dans le business, que ce soit en termes de finances, en termes de vision, en termes de concurrence, en termes de panorama du marché de la levée, d'ambition, et que chacun puisse participer et vraiment comprendre les enjeux de la boîte, pourquoi on a pris telle ou telle décision, où est-ce qu'on veut aller. Et c'est ça qui motive tout le monde au final. Donc tout le monde est très conscient de ça et ça rend le truc encore plus sympa et ça fait une équipe qui est assez impliquée sur tous les sujets. Ok, super intéressant. Donc tout le monde vit ce process avec toi presque au quotidien. Et donc, tu te sens soutenu par l'intégralité des collaborateurs. Oui. En plus, c'est assez sympa. Ils sont très supportifs. Ils voyaient bien aussi que c'était une phase où c'était phase de grossesse, donc tu n'es pas toujours en pleine forme. Donc, ils sont très, très encourageants. C'est agréable. Il n'y a pas trop de raisons de s'isoler, je trouve, dans ces moments-là. Même si, évidemment, l'idée, c'est pas de partager et de communiquer un stress. Mais ça doit être le cas au quotidien. Donc, voilà. Il y a une question c'est quand le bon moment pour lever selon toi? Mais du coup, ta réponse, c'est presque quand je suis enceinte. Non. Peut-être pas non plus. Franchement, si j'ai besoin de relever des fonds, peut-être que j'essaierai de faire un truc plus classique la fois d'après, parce que j'aimerais bien être en forme jusqu'au bout. Franchement, il n'y a pas... Le moment où tu lèves des fonds, c'est le moment où tu sais que tu en as vraiment besoin. Ok. Tu sais exactement pourquoi tu as besoin de ces fonds pour passer à l'étape d'après, ce que tu vises précisément. Il faut que ça soit très très clair. Je sais qu'au tout début de notre aventure entrepreneuriale avec Sacha, on avait essayé de lever, mais on était un peu plus jeunes, sans avoir une idée précise de ce qu'on voulait faire avec ces fonds. Et en fait, tu as peu de chances de succès quand c'est pas très clair dans ta tête. Il faut avoir envie de lever des fonds parce qu'il y a une vraie problématique qui demande des fonds. Il ne faut pas avoir envie de lever des fonds pour lever des fonds. Si tu peux t'en passer, franchement, tant mieux. Du coup, c'est quoi les éléments clés que tu as mis en avant cette fois-ci pour convaincre les investisseurs? Ok, vous faisiez de l'IA, ce qui est une bonne chose en ce moment pour lever. Oui. Mais c'est quoi les autres éléments qui ont permis de convaincre les investisseurs qui sont montés? Et puis, potentiellement, on peut commencer à parler d'eux. Qui est monté in fine? Un des premiers points qu'on met en avant, c'est quand même l'équipe. On n'a pas encore revendu une boîte ou fait un exit
à je ne sais pas combien de dizaines de millions, hein, mais on est quand même une équipe hyper résiliente. On a recommencé une boîte, on est vraiment capable de s'accrocher et d'aller jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est quand même un bon signal. C'est-à-dire qu'on tire les leçons. Ce qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, c'est la même équipe depuis même le projet d'avant. Ouais, exactement. La plupart sont toujours là. Et évidemment, des personnes se sont rajoutées depuis la dernière levée de fonds, mais c'est la même. Et tout le monde est ultra motivé et accroché. Et ça c'est quand même très cool. Depuis des années. Ouais, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de continuer avec Sacha. Cette résilience, du coup, je me permets sur chacun des points. Donc cette résilience, le fait que l'équipe soit fidèle, soit restée depuis tant d'années, c'est quelque chose que les investisseurs savent apprécier? Oui, parce que ça prouve quand même que tu es quelqu'un de déterminé, et que l'équipe est déterminée, et qu'en plus, il commence à y avoir de l'expérience qui s'accumule. Qu'on ne prend pas des décisions sur un coup de tête, c'est-à-dire qu'on a observé le marché, on a compris ce qui allait, ce qui ne marchait pas, et on s'est dirigé vers une bonne opportunité de marché, et ça, il le visualise. Donc, je pense que c'est un vrai premier point. L'équipe, la résilience de l'équipe et à quel point elle est déterminée à réussir. Le deuxième point, c'est une de nos caractéristiques aussi, et c'est plus valorisé ces derniers temps d'ailleurs, c'est qu'on est assez ce qu'on appelle cash efficient. On ne brûle pas du cash à tout va. On fait attention. On a atteint nos objectifs aujourd'hui sans lever des dizaines de millions. Je pense que c'est une bonne chose. Et si un jour on a besoin de lever énormément, ce sera vraiment pour une bonne raison. Soit pour aller chercher un marché qui nécessite une somme importante ou autre. Vous n'avez jamais pris 200 mètres carrés en plein sentier? Non. Non. En plus, il y a le télétravail qui est arrivé en cours de route, je te rappelle. Donc non, clairement, c'est pas utile. Mais on fait attention. On gère plutôt bien notre cash. Et c'est plus valorisé, ce point-là, qu'auparavant. Auparavant, quand j'arrivais avec un BP qui, pour moi, était assez réaliste, mais que je trouvais déjà pas mal ambitieux, parfois, je pouvais avoir des remarques du style « c'est pas très ambitieux ton truc ». Et ma réponse, c'était c'est pas que c'est pas très ambitieux, je peux mettre plus, hein, je peux mettre 3 fois plus en termes d'ARR visé. C'est juste que je vais pas le faire. Et celui qui te dit qu'il va le faire, il te ment un peu, potentiellement, en tout cas à solution égale. Et c'est souvent le cas, en fait. C'est marrant, alors peut-être qu'on peut en parler, je me permets. Le trait de caractère que tu décris, c'est un trait de caractère plus féminin. Les hommes ont plus tendance à dire qu'ils vont faire 3 fois plus et pas les faire. Est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être un momentum qui est bon, en tout cas un changement de mindset qui favoriserait un peu les profils d'entrepreneurs féminins qui ont plus les pieds sur terre et qui vont proposer des choses qu'elles vont vraiment faire à la fin? Ouais, peut-être. Franchement, je pense qu'après, si tout le monde, peu importe, homme ou femme, présente un BP réalisable et ambitieux et qui peuvent quand même rapporter au fond, c'est quand même l'objectif, ça peut passer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un trait de caractère un peu plus féminin. Ceci dit, ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas autant d'ambition. Bien sûr, non, c'est pas ce que je disais. Dans le sens où si un jour je vois que je peux faire 100 millions d'ARR, je me ferai un plaisir de le mettre dans mon BP. Mais c'est juste que on arrive à évaluer quand même le temps nécessaire pour faire les choses. Et à un moment donné, comme de base, j'avais pas levé beaucoup et j'avais un certain nombre de ressources limitées, je savais ce que j'arriverais à faire en un certain temps, tout simplement. Et après, s'il y a besoin, on peut relever plus. Mais... Bien sûr. Donc, il y a ce côté, donc l'équipe, la résilience, le fait que vous êtes cost efficient. J'imagine le fait que vous êtes capable d'être rentable à quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà demandé en early stage aujourd'hui? Oui. Oui. En plus, c'est devenu un peu le nouveau... c'est devenu la nouvelle marotte. Mais nous, ça a toujours été un peu notre objectif, pour être honnête. Là, on aimerait bien, nous, être rentable d'ici quelques mois. Et c'est réalisable. C'est pas un but en soi. C'est pour montrer qu'on arrive à atteindre ce premier stade, se mettre en position de force. Et si, comme je le disais, il y a vraiment une opportunité à aller chercher, par exemple, nous, ça pourrait être l'internationalisation l'année prochaine, relever un montant beaucoup plus important, mais en position
confortable de force, c'est-à-dire avec une belle croissance et une rentabilité. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas tant la rentabilité en tant que telle, c'est la capacité à l'être en fait. C'est ça. Et après, si tu décides d'aller chercher plus de croissance, tu vas chercher plus de croissance. Par contre, effectivement, si tu as besoin d'être rentable, tu peux l'être. C'est ça. En fait, c'est au moins d'avoir un business avec des fondements financiers sains. Il faut qu'il y ait un potentiel de marge brute qui, en tout cas pour notre part, soit dans les standards d'un SaaS performant. Et il faut qu'il y ait des éléments financiers qui montrent qu'on peut aller atteindre nos 80-90% de marge brute, qu'on a vraiment des bases financières saines, qu'on n'a pas besoin de cramer un montant monstrueux d'argent pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est un truc qui est positif et qui, moi, est assez naturel dans ma gestion des choses. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on parvient à avancer avec mon équipe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres grands éléments clés différenciants que vous avez mis en avant là lors de cette dernière levée? Forcément, la solution qu'on développe et le positionnement qu'on présente. En fait, notre avantage, je dirais, c'est qu'on a été sur des secteurs où, de base, les process commerciaux ne sont pas évidents. Donc, ça n'a pas été beaucoup adressé. C'est souvent coûteux pour les entreprises qu'on adresse, leurs process commerciaux, parce qu'il y a besoin d'humains dans le process de vente pour que la vente se fasse. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à traiter tous leurs contacts et que ça coûte cher et qu'ils ont besoin de call center, etc. Et nous, on est arrivé sur ce marché. Il n'y avait pas encore l'IA générative, mais on utilisait quand même un peu une autre IA avec des NLP, etc. Et il n'y avait pas énormément de concurrence. Il y a des solutions qui proposent ce type d'intelligence conversationnelle, mais plus sur du e-commerce ou du bot qui va se plugger sur le site. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, on est vraiment connectés synchro au CRM ou au logiciel de call center pour aller récolter tous les leads présents ou entrants. Et en fait, on a été s'adresser à des conversations qui, de base, sont pas évidentes, se font pas forcément de manière automatisée ou à grande échelle. Et c'est là où on a un peu pris de l'avance, je pense, par rapport à d'autres solutions qui voudraient se positionner là-dessus. On a construit une expertise sur comment tu échanges avec ce type de consommateurs dans ces secteurs. Et du coup, maintenant, avec l'IA générative, on a quand même pu largement accélérer le développement de la solution et l'automatisation de la solution. Alors, on parlait des investisseurs que tu es allé chercher. Est-ce que ta solution, ta techno, ta typologie de clients, ça a intéressé toutes les typologies d'investisseurs? Et si oui, pourquoi? Et sinon, quel type d'investisseur tu es allé chercher justement pour faire cette levée dans un temps forcément contraint? Ouais. Alors, en réalité, notre investisseur, on l'a connu au départ plutôt parce qu'il y avait des synergies entre l'investisseur en question et notre solution. Donc en fait, je te raconte un peu l'histoire. On est entré dans une phase de mentorat via Wilco auprès de CNP Assurance. Et donc CNP Assurance a un fonds qui s'appelle Open CNP, qui est assez incroyable, qui a investi dans de très belles boîtes. Au départ, on ne connaissait pas forcément ce fonds-là. On avait plus en tête les fonds que tout le monde connaît pas mal. Et en discutant avec les personnes de CNP Assurance dans cette phase de mentoring et avec des synergies potentielles, pour évaluer les synergies potentielles entre leur business unit et notre solution, ils nous ont dit, en fait, nous, on a un fonds, au final, je pense, qui pourrait être vraiment intéressé par investir dans la solution. Et c'est comme ça qu'on a connu OpenCNP et qu'on a lancé un process qui s'est avéré justement successful puisqu'ils ont investi. C'est les seuls investisseurs que vous avez eus sur ce tour de table? Sur ce tour, oui. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que vous les avez mis en concurrence avec d'autres fonds malgré tout de façon à négocier ou parce que ça, c'est toujours une question qu'on se pose et qui est souvent posée par les entrepreneurs qu'on rencontre. C'est OK, il y a une touche avec un super invest, on a envie d'y aller, ils ont l'air bien. Est-ce qu'on fait rentrer d'autres invests de façon à faire monter les enchères ou être sûr d'être dans une négociation qui soit pas forcément la plus saine, en tout cas la plus fair possible? Oui, t'essaies toujours d'aller chercher d'autres investisseurs entrants. Pas que pour négocier d'ailleurs, mais aussi pour faciliter la validation du premier investisseur qui veut se positionner, parce que c'est toujours rassurant
de voir qu'il y a d'autres investisseurs qui entrent. Donc, on a tenté. Et on a eu plusieurs marques d'intérêt. Mais on a quand même fait vraiment, tu sais, au gros creux de la vague, là, où il n'y a pas eu vraiment de levée de fonds. Tu sais, il y a eu une phase un peu compliquée. Et en discutant avec OpenCNP, on s'est dit, OK, il y en a qui pourraient y aller, mais ça va prendre quand même beaucoup d'énergie, et notamment à moi, ça va m'en prendre beaucoup. Or, on n'est encore que 6 dans l'équipe. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à lutter, ou est-ce qu'on ne lancerait pas le plan? Tant pis, peut-être qu'on voulait aller chercher plus, mais est-ce qu'on ne lancerait pas le plan? On recrute, parce que ça prend du temps de recruter, surtout quand tu es une petite équipe. On fait ramp up tout le monde et on commence à exécuter pour débloquer justement le sujet qui nous bloquait en termes de tech pour avoir plus de clients, l'IA générative, etc. Et ensuite, on voit. Et en fait, c'est ce qu'on a décidé de faire au final. Et je pense que c'était un bon bet parce que ça nous a vraiment débloqué. On a pu recruter. Maintenant, on a une vraie roadmap qu'on est capable d'exécuter. Et on a une V2 qui est en cours et qui va être très, très sympa. Ce que j'entends, et c'est intéressant, c'est que vous avez cadencé d'une certaine façon. Vous êtes dit, OK, on va faire avec ça aujourd'hui. On est très content de rentrer cet investisseur. Malgré tout, il y a une somme d'argent qui est importante, qui nous permet d'avancer. On prend ça, on fait ce premier accord, on fait cette première levée, on déroule. Et après, effectivement, quand la conjoncture aura changé, quand on sera plus gros, qu'on aura plus de KPI, là, on pourra aller faire. Et c'est la deuxième levée dont tu me parlais, qui pourrait avoir lieu d'ici quelques mois, voire... Exactement. En fait, on va voir déjà ce qu'on arrive à faire avec ce montant. Le but étant, si possible, d'aller chercher des bonnes métriques, s'approcher de la renta, etc. Et puis derrière, on verra un petit peu comment évolue le marché et si on est en mesure d'aller chercher d'autres pays, par exemple, ou d'autres phases du développement de notre produit. Il y a plein de possibilités. On doit se faire vachement confiance entre entrepreneurs et investisseurs quand on est dans ce cas d'usage-là. J'imagine, parce que là, pour le coup, d'une certaine façon, vous étiez un peu en position de vulnérabilité, quoi. Même s'il y avait des marques d'intérêt, vous n'avez pas d'autres LOI, vous n'aviez pas d'autres invests qui étaient prêts à y aller, vous avez potentiellement levé un peu moins que prévu. Comment on fait pour garder une relation saine avec son investisseur et comment on crée cette relation comment dire? Ouais. Le tableau de fond, c'est quand même qu'on brûle pas beaucoup de cash. Okay. Donc, il y a quand même ça limite aussi le stress que peut avoir l'investisseur. Et après, en effet, il faut construire une vraie relation de confiance. Faut avoir un vrai fit avec son investisseur. Sinon, il vaut mieux pas y aller parce que c'est un très, très mauvais pari. Nous, il y a eu un excellent feeling avec tout OpenCNP, leur business unit, etc. Et la clé, ça a été de communiquer énormément avec eux. C'est-à-dire qu'on se parle très souvent et on explique vraiment chaque étape de ce qu'on fait. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il y avait la possibilité de faire du business derrière avec CNP. Donc, c'est un peu mix, quoi. C'est-à-dire, vous voulez qu'on bosse ensemble, vous voulez qu'on délivre ce projet pour vous. C'est une relation qui est un peu plus... complexe, un peu plus riche que uniquement un investissement. C'est ça. Ouais. Et ils croient vraiment en notre vision du marché. C'est aussi ça le sujet de fond. Il faut trouver un investisseur qui croit vraiment en la vision que tu défends. Et nous, c'est vraiment le cas. Ils y croient à fond, donc ils sont très supportifs. Et c'est hyper vertueux parce que du coup, nous, ça nous donne confiance. On veut faire le maximum pour que ça marche. Et eux sont très supportifs de la solution. Et il y avait quand même des indicateurs au fond qui montraient qu'il y avait du potentiel. Ils n'y sont pas allés pour rien. Ils ont fait des due diligence très poussées et ils ont vu qu'il y avait un potentiel et des métriques qui indiquaient qu'on pouvait aller chercher beaucoup plus de croissance. Oui. Donc ça, c'est la deuxième levée que vous venez de boucler. Exact. De quel montant exactement, d'ailleurs? On ne l'a pas dit jusqu'à maintenant. 1,5 million. 1,5 million. La première levée que vous avez faite sur la version actuelle de Pimpo, c'était auprès de Business Angel. Quels sont les acteurs que vous avez fait rentrer? Ouais, alors c'était auprès de Business Angel, une partie qui était un peu plus des Business Angel qu'on connaît et qui était même là sur le précédent projet.
Donc assez marrant, assez intéressant de les voir nous suivre depuis autant d'années. Et une partie via un SPV de Angel Square. Enfin, c'était plus précisément comment on appelle ça déjà, un club deal, pardon. Voilà. Un club deal qui était l'idée par Patrice Thierry, qui a fondé la Tomcat Factory. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a levé la première partie. Et eux, ils ont été assez... d'ailleurs, on est très reconnaissants parce qu'ils ont été très précurseurs de ça. Ils nous ont supportés au tout début, quand on commençait à avoir l'idée de ce nouveau projet et qu'on n'avait pas encore forcément beaucoup de substance pour prouver qu'il y avait du potentiel. Donc là, c'était équipe résilience avant tout que vous avez mis en avant, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'au final, même avec un petit MVP, on arrivait sur des salons à vendre un truc qui ne fonctionnait pas encore vraiment complètement, mais on pouvait le vendre. En tout cas, il y avait une vraie marque d'intérêt. Donc, c'est vraiment l'équipe. Est-ce qu'on est prêt à se battre jusqu'au bout pour que ça marche? Et ces premiers indicateurs. À générer du lead. Exact. Tu dirais que c'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés ces dernières années? Alors, non seulement sur la dernière version de Pimpo, sur l'entreprise sur laquelle vous êtes aujourd'hui, mais même depuis le début de ta vie entrepreneuriale, c'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés, et en particulier dans ce cadre de nécessité de lever des fonds? Alors, j'en ai rencontré pas mal, des défis. Je dirais le fait d'accepter déjà que c'est un roller coaster permanent et qu'en fait, ce sera toujours comme ça. Globalement, il n'y a pas vraiment un moment où tu dis « Ah, ça y est. J'y suis arrivé. Ah, c'est ça. C'est bon, j'ai levé. Ça y est, ça va se calmer un peu. » Non, en fait... même dans les moments où il y a des succès, il y a souvent un autre problème à côté qui émerge. Donc, c'est toujours un petit peu en demi-teinte. Donc, un des points qui fait que tu peux tenir comme ça dans la durée, c'est déjà de vraiment célébrer tes victoires. Un truc que je ne faisais pas avant. Et c'est un peu dommage parce que du coup, tu ne te concentres pas sur ce que tu arrives à faire. Mais voilà, accepter ce roller coaster, l'intégrer à ton quotidien et essayer de trouver un équilibre. Parce que là, ça fait quand même quelques années qu'on entreprend. Et en fait, tu ne peux pas sprinter pendant 8 ans, 24/7. Ça n'existe pas. C'est impossible. Ou tu n'as juste pas de vie. Mais tu ne peux pas. Sauf que tu dois quand même être prêt à sprinter au moment voulu. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où ça y est, il faut accélérer un bon coup et rusher, où en fait, tu es cuit. Tu t'es brûlé les ailes et tu n'es pas du tout capable d'y aller. Donc, comment tu te conditionnes, c'est intéressant, au quotidien pour être toujours prêt à sprinter et pour tenir la longueur? Comme un marathonien, j'essaie de me concentrer sur les trucs essentiels. Et ça, c'est un très bon conseil que mon frère m'avait donné, mon grand frère m'avait donné. Qui est entrepreneur également. Qui est entrepreneur et qui m'a dit, il vaut mieux que tu fasses les choses, pas parfaitement, mais que tu les fasses à un moment donné. Et pas que tu attendes que tout soit parfait pour lancer, envoyer un mail, lancer ton projet, etc. Parce que sinon, tu peux devenir un peu folle. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut prioriser et exécuter et voir ce que ça donne sans surréfléchir. Et donc, ça, c'est un vrai point. C'est-à-dire apprendre à prioriser et à regarder ce qui va faire une différence dans ta journée, ce qui a vraiment un impact. C'est la première des choses à faire. Sinon, tu peux très vite te noyer. Après, un autre point, c'est apprendre à faire des pauses. C'est à un moment donné, quand ton cerveau a besoin d'air, faut faire un peu du sport régulièrement, prendre des pauses. Un des trucs qui m'a aidé aussi, clairement, ça paraît peut-être très bateau ce que je vais te dire, mais c'est d'avoir des enfants. Ouais, on est d'accord. Hein. Ça m'a fait relativiser quand même. Mais oui, ça m'a fait relativiser la gravité des situations, on va dire. Tu remets un petit peu les choses à leur place. Tu arrives à couper vraiment quand tu rentres chez toi, ou tu arrives à couper vraiment le week-end? Non, pas toujours. Okay. Parfois, j'ai pas le choix, hein, parce que quand tu cours après un bébé de 1 an et demi qui, je sais pas pourquoi, faut le sauver au moins 100 fois dans la journée, et une de 4 ans et demi, parfois tu coupes, t'as pas le choix, tu cours derrière et c'est tout. Tu dois te concentrer là-dessus. Tu dois être concentré sur un truc, question de vie ou de mort. Donc ça, c'est un premier point.
Mais non, souvent, je pense quand même à des choses que j'ai à faire, à organiser ma to-do et tout. Et en fait, je me mettais énormément de pression avant pour essayer vraiment de couper, d'oublier, etc. Ouais. J'ai un peu arrêté de me mettre de la pression. J'ai compris que c'était dur pour moi de couper. C'est vrai. C'est difficile. J'ai souvent un truc en tête. J'accepte. Ok, parfois avec les enfants, j'arrive à couper parce que je dois m'en occuper à fond, etc. Mais sinon, si j'ai vraiment un truc que j'ai envie de poser sur le papier... Et pendant quelques minutes, je le fais et basta, c'est pas grave, ok, c'est le week-end, mais... ouais, tu dirais que tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont toujours un petit calepin ou une note ouverte pour... Ouais, je pense souvent quand même à ce que je peux faire, mais tu peux être comme ça et quand même garder une relation saine avec ta boîte, c'est-à-dire que c'est très important pour moi, pour toute mon équipe que ça marche, mais ça reste un business, donc il y a quand même des priorités. C'est intéressant. Tu fais pas partie de ces entrepreneurs qui disent que ta boîte, c'est ton bébé. Non, c'est pas mon bébé. En fait, j'ai créé cette boîte et vraiment, tous ceux qui me connaissent peuvent me dire à quel point je suis accrochée pour que ça marche. C'est vrai, je suis témoin. J'ai très envie que ça fonctionne. Mais bon, mes bébés, c'est mes enfants, quoi. C'est pas... je pense que c'est important de garder cette lucidité sur le business. C'était un peu ma question. Tu penses que c'est important de pouvoir avoir cette distance par rapport à son entreprise ? Ouais, pas par je m'en foutisme, au contraire, pour garder de la lucidité sur les décisions que tu prends. Parfois, il faut un peu mettre de l'émotionnel de côté pour prendre les bonnes décisions. Et moi, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure. Au départ, j'étais beaucoup moins comme ça. Et je ne prenais pas forcément les décisions les plus éclairées possibles. Ouais. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il faut être quand même lucide sur les décisions que tu prends. Et je trouve que garder quand même un minimum de distance et réussir aussi à connaître ses propres limites, ça aide à prendre de meilleures décisions. Après, je précise que moi, un bon conseil aussi que je peux donner, c'est je me suis fait un peu aider par une coach à un moment. Ah ouais ? Ouais. Qui m'a pas mal permis de comprendre ce qui me gardait motivée au fur et à mesure du temps et quelles sont les choses qui font que je peux être trop fatiguée au bout d'un moment et perdre ma lucidité et voilà, être moins bien au quotidien. En gros, qui m'a permis de comprendre quel est mon moteur et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas qu'on m'enlève pour que je fonctionne bien au quotidien. Et ça a été hyper utile parce que j'ai compris du coup ce qu'il ne fallait surtout pas m'enlever pour que je sois motivée au quotidien. On a presque envie de savoir ce que c'est quand même. Mais ça m'a même orientée aussi dans le choix de mes investisseurs, etc. Et je sais que c'est non négligeable. C'est-à-dire que si moi, pour info, mon fuel, c'est la liberté. Okay. Bon, voilà. J'ai besoin d'avoir un sentiment de liberté, qu'on ne me mette pas de limites sur ce que je suis capable de faire. Voilà, il faut que j'ai quand même un minimum de liberté. Et si tu commences à m'enlever ça, le système ne fonctionne plus. Si le réservoir ne se remplit pas, le système part en cacahuète. Et en fait, ça, c'est très utile à comprendre parce que du coup, tu détectes les moments où le niveau de ton réservoir baisse et où ça ne va pas le faire. Il faut que tu le remplisses. En parlant de ces mauvais moments, est-ce que tu as eu un ou deux pires rendez-vous investisseurs où tu t'es dit « mais c'est mort, je ne travaillerai jamais avec ces gens-là » ? Ouais. Ouais, alors j'ai eu un très mauvais rendez-vous où je me suis vraiment dit qu'en effet, je ne travaillerai pas avec ce fonds. J'ai un peu eu droit à tous les clichés. Okay. Je pense que la personne que j'avais en face était assez junior. Et en gros, dès le début du rendez-vous, je pense qu'elle avait pas trop envie de discuter avec moi. Okay. Et elle avait en tête une solution concurrente qui n'était pas vraiment concurrente, en plus, c'est ça qui est marrant. Qui était dans la même place. Donc, je peux comprendre le sujet. Il y a des connexions, mais on pouvait garder la discussion ouverte et la discussion était impossible. Et j'ai eu droit à tous les clichés de la Terre parce qu'elle me parlait que de cette solution. Je n'arrivais pas à en placer une sur Pinpo. Et j'arrivais pas à lui faire... Enfin, du coup, j'arrivais pas à raconter l'histoire, un minimum. Elle était bloquée, quoi. Elle était bloquée sur le truc. Et en fait, elle a discuté toute seule et tiré ses conclusions toute seule. C'est marrant, ouais.
Et donc, à la fin, j'étais un peu... ok, bon, bah, c'était un super rendez-vous, mais c'était presque un monologue. Donc ça, c'était un mauvais rendez-vous. Ça m'a pas donné hyper envie de bosser avec eux. De bosser avec eux. J'en ai eu un autre où j'ai eu droit à d'autres clichés, un peu sur le fait que pour réussir, c'est un mec, c'était la seule fois où ça m'est arrivé. Où justement, il disait que lui, les profils qu'il avait détectés et qui fonctionnaient bien en termes de cofondateurs, c'est des mecs qui peuvent bosser H24, sans arrêt, ne jamais être défocus. C'est que eux qui arrivent à décrocher des trucs incroyables. Et là, forcément, en tant que femme qui a des enfants ou qui est enceinte, tu te sens un peu... tu sens qu'il y a un petit message subliminal derrière. Donc là, j'avais été un peu mal à l'aise. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Ouais. Et donc après, c'est quelque chose de pas commun, parce qu'on peut penser... Non, c'est franchement pas commun. Ok. Et un autre rendez-vous qui s'est mal passé. Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils ont investi et tout. C'était avec... ça s'est mal passé. Mais pas à cause des investisseurs. C'était juste que comme c'était pendant ma fin de grossesse, j'avais beaucoup de contractions. Donc, je coupais la caméra parce que j'en pouvais plus. Je la rallumais, je la coupais, je la rallumais, je la coupais. Bref, c'était pas le rendez-vous le plus serein que j'ai fait. Mais voilà. Sinon, en fait, dans l'ensemble, j'ai quand même fait de très bons rendez-vous investisseurs. J'en ai fait beaucoup. Et globalement, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu dirais que c'est un moment où tu as beaucoup appris ? Oui. Vraiment. Pas avec tous, mais j'ai eu quelques rendez-vous investisseurs vraiment qui ont été assez mémorables pour moi. Parce que tu parles vraiment avec des experts qui ont vu énormément de boîtes passer, qui ont quand même beaucoup de patterns en tête, qui connaissent bien certains marchés et qui peuvent te donner des insights hyper précieux sur ta boîte et des trucs précis, sans même parfaitement connaître ce que tu fais, te dire... là, je pense que c'est trop tôt, par exemple, pour lever pour telle raison, et parfois c'est avéré, ou bien peut-être que tu devrais aborder le marché différemment, creuser à fond ce marché, puis ensuite aller sur un autre secteur plutôt que d'essayer plusieurs secteurs en même temps. Enfin, plein d'insights hyper intéressants qui pèsent dans la balance sur derrière comment tu abordes les choses. C'est presque des coachings gratuits. Ouais, franchement, ouais. D'ailleurs, souvent, tu réajustes un petit peu soit ta stratégie, soit ton discours, quand tu parles avec des fonds. Ça donne plein d'éléments intéressants. Je ne dis pas que c'est tous les rendez-vous, évidemment, parce que tu as quand même une idée en tête et tu sais pourquoi tu l'as. Mais certains rendez-vous font la différence, je trouve. Tu dirais que de mémoire, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné à ce moment-là ? Lors des rendez-vous ? Ou en général ? Globalement. Si tu en as un pendant les rendez-vous, c'est cool. Sinon, ça peut être globalement. Alors, moi, j'en ai plutôt des globalement, je t'avouerai. C'est le fameux dont je t'ai parlé tout à l'heure, où vraiment, vaut mieux faire les choses et elles ne sont pas parfaites, mais il faut les faire à un moment donné pour tester. Et le deuxième que j'ai en tête, c'est vraiment de garder en tête que quand même, tout ça, ça reste un jeu. Ça reste un business, quoi. Ça reste un jeu. C'est même un jeu. Il faut que ça soit sympa. Ah ouais ? Alors, attends une seconde. Quoi ? C'est la première fois que j'entends ça. Il faut que ça soit sympa. Alors, comment tu fais pour garder ce mindset et que ça soit un jeu, quoi, que ce soit playful ? Alors, attention, je ne dis pas que tous les jours sont playful. Franchement, il y a certaines journées où à la fin, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Puisque tu sais, il y a des journées où le mojo, il n'est pas là. Donc, il n'y a rien qui fonctionne. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est des journées mauvaises. Ouais. Mais globalement... Il faut quand même garder en tête qu'on a beaucoup de chance de faire ce qu'on fait, on a la chance de monter une boîte, de faire un peu, de tester des choses sans aucune limite toute la journée. Il faut vraiment savoir l'apprécier. Tu peux recruter des personnes, choisir qui va composer ton équipe. Enfin, vraiment avoir en tête que tout ça, ça reste quand même un jeu. Surtout que, bon, nous, pour notre part, on va pas lancer une fusée sur la Lune ou faire quelque chose. Donc, ça reste quelque chose de fun, et il faut que ça le reste. Il faut que ça reste une aventure sympa pour rester motivé et avoir envie de tous les jours se lever et d'aller plus loin. On comprend mieux ce que tu disais avec cette notion de liberté que tu citais tout à l'heure, quoi. Il y a ce côté, ok, je me lève, ça va être fun, je l'ai choisi, ça va être cool. Exact. Et construisons
cette entreprise, mais de façon, fun, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as signé là, cette dernière levée de fonds? Il y a eu, encore une fois, toutes les vies entrepreneuriales que tu as eues avant. Il y a eu ce momentum que tu as trouvé. Vous vous êtes déchiré pendant la pandémie et jusqu'à récemment pour, avec des bouts de tech, délivrer un super service. Là où enfin vous avez les moyens. Tu t'es dit quoi quand tu l'as signé, cette levée de fonds? Alors, cette fois, je me suis quand même dit, c'est vraiment cool. Là, on a peut-être les éléments vraiment pour amener la boîte sur ce fameux premier palier où on va décrocher un seuil de renta et une croissance encore plus forte que celle qu'on a aujourd'hui. Okay. Je me suis dit que là, on a quand même réussi à au moins se donner les chances d'aller là où on veut. On a une équipe, on peut aller, on a notre chance, quoi. Il y a cette satisfaction d'avoir les moyens, enfin, c'est ça? Ouais, vraiment, d'avoir les éléments en main. Après, il se passe ce qui se passe et tu peux pas tout contrôler, mais au moins tu donnes la chance tu as des chances d'y arriver, quoi, vraiment. Et du coup, là, vous avez célébré? Parce que tu nous parlais de célébrer les victoires maintenant. Évidemment, on va célébrer. C'est prévu. Mais oui, ça, c'est certain. Ouais. Tu nous as déjà dit que tu allais lever dans un futur proche. Comment tu prépares aujourd'hui ton entreprise à la prochaine levée? Alors, ça paraît fou de poser cette question parce que vous sortez à peine de la dernière et en même temps, vous avez cette volonté d'aller chercher une croissance forte. Éventuellement de vous internationaliser. CNP vous a donné les moyens, mais vous voulez leur montrer que vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. Quelles sont les actions que tu mènes déjà aujourd'hui pour faire cette prochaine levée? Alors, c'est plus... je ne prépare pas vraiment la boîte à la prochaine levée. Je la prépare juste à atteindre ses objectifs. Okay. Donc, en gros, si on atteint notre prochain milestone, ou on accélère la croissance comme prévu, on s'approche ou on atteint un seuil de renta, elle sera prête potentiellement pour qu'une autre levée suive si besoin. En fait, c'est vraiment ces milestones-là qui font qu'elle sera prête. C'est pas vraiment de préparer la boîte à une prochaine levée. Après, un des éléments qui est important et qu'il faut réussir à faire, qui n'est pas évident, mais c'est intéressant de le faire en tout cas en permanence, c'est de tenir au courant un peu tous les interlocuteurs avec qui il y a eu un bon fit pendant la phase de levée et qui n'ont pas investi. Et ça, c'est hyper intéressant de leur dire voilà où on en est, il s'est passé ça, et pas juste de les contacter au moment où tu veux lever des fonds. Comme ça, ils n'ont pas juste une image figée de ta boîte, mais vraiment une vidéo de ce qui se passe sur plusieurs mois, et ça se fait beaucoup plus facilement et naturellement derrière s'il y a besoin qu'ils remettent des fonds. Et comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour animer ce réseau d'invest? Est-ce que tu leur envoies une newsletter régulière? Est-ce que tu organises des apéros? C'est quoi l'action que tu mènes pour continuer à garder cette conversation ouverte avec eux? J'ai encore un peu de mal à le faire, pour être honnête, mais j'essaie de le mettre en place. Je le fais avec quelques-uns pour le moment, mais j'aimerais bien élargir un petit peu ça. C'est un peu comme un mini-reporting que tu peux partager avec des éléments... c'est un peu comme une mini-newsletter, en fait, que tu peux partager avec les gros trucs qui se sont passés ou les gros trucs à venir, quand il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe. Et après, de temps en temps, aller prendre un café avec l'un ou l'autre quand tu es dans les parages, c'est toujours intéressant. C'est clair. Ouais. Je trouve que c'est un très bon, presque dernier conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui souhaitent lever. C'est vraiment de garder le contact et de créer cette relation sur le long terme avec les investisseurs. 2 dernières questions pour terminer cet entretien. La première, c'est est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire passer à un ou plusieurs de tes investisseurs? Si oui, lesquels? Ok, forcément OpenCNP, que je remercie vraiment de la confiance qu'ils nous accordent et du fait qu'ils soient aussi supportifs et impliqués dans la boîte. Donc ça, c'est top. C'est vraiment des bons partenaires et je suis très contente de les avoir à bord. Et évidemment, les premiers. Les premiers, parce qu'ils sont là depuis le début et qu'ils nous ont pas lâchés. Ils ont cru en nous dès le début et ils continuent à y croire.
Certains font partie encore de notre board. Ils sont de très bons conseils. Ils ont vraiment suivi l'aventure depuis le tout début. Ils nous ont vu évoluer du Tinder de l'immobilier à ce qu'est Pinpo aujourd'hui. Et ça, c'est hyper cool. Quel est l'entrepreneur de ton réseau que tu aimerais entendre dans ce podcast ? Et je sais que tu fais partie de Sista. Si tu as des entrepreneurs que tu connais, que tu apprécies et dont tu aimerais écouter l'histoire à ce micro. Alors, je t'aurais dit Grace de Outmind, mais je crois qu'elle est déjà passée. Elle est tout à fait déjà passée dans ce podcast. C'est l'épisode de janvier 2024 et je vous encourage bien sûr aussi à écouter Grace. C'est un super, super épisode. Merci. On garde la recommandation. Peut-être qu'on la réinvitera très bientôt. Ouais. Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir. Merci à toi. Ravi de t'avoir accueilli. Merci. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.